Alors, on va être un peu plus provocant maintenant, puisque le thème de la prochaine intervention, c'est justement provoquer. Alors, si vous étiez là l'an dernier, vous vous souvenez peut-être que nous avons eu un grand débat sur le féminisme. Vous vous souvenez, débat assez agité, le mot lui-même étant encore sujet à vive discussion, les modes d'action faisant l'objet de controverses, pas mal de caricatures circulant sur le féminisme. Ça nous a pas découragés, au contraire, ça nous a encouragés à poursuivre sur notre lancée cette année. Et en accueillant une figure du féminisme contemporain qui a embrassé pendant une période de sa vie un mouvement dont tout le monde a entendu parler, sur lequel beaucoup ont un avis très tranché, mais que peut-être nous ne connaissons pas si bien que ça. Ce mouvement, c'est le mouvement Femen. Héloïse Bouton en a été membre active entre 2012 et 2014. Ce mouvement, elle sait pourquoi elle l'a rejoint, pourquoi elle en est partie, et ce qu'elle en garde au quotidien dans son combat de tous les jours pour l'égalité. Je lui laisse ma place pour qu'elle vous en parle. À toi, Héloïse. Bonjour à tous, comme je dis, pour faire une contraction de toutes et tous. Donc, comme l'a dit Marie, je m'appelle Héloïse Bouton, je suis journaliste indépendante et militante féministe depuis une dizaine d'années. Comme elle l'a indiqué aussi, j'ai milité notamment dans Femen du printemps 2012 à février 2014. Et bon, j'imagine que tout le monde connaît Femen, parce qu'elles ont été quand même très médiatisées. Pour résumer très brièvement, c'est un mouvement féministe qui est né en Ukraine, à Kiev en 2008, et qui a ouvert une branche à Paris, en France, en septembre 2012. Donc moi, j'ai rejoint ce mouvement un petit peu avant sa création en France. J'ai aidé à le monter avec l'Ukrainienne Ina Shevchenko, et j'en suis partie donc en février 2014. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une action en particulier que j'ai menée avec ce mouvement, qui m'a causé beaucoup de problèmes, qui continue de m'en poser aujourd'hui. Donc pour vous poser un peu le contexte, c'était une action... Alors oui, j'ai une petite zappette, parce que je vous ai préparé un super PowerPoint, je ne sais pas comment ça marche. Comment je fais? Là? Comme ça? Comment fais-je? Ça va encourager les clichés sur les femmes et la technologie. Voilà, tu vois. Merci. Tu peux revenir en arrière ici. Alors, Voilà. comme ça, je fais un petit test. Hein. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Marie. Donc, c'était une action que j'ai menée seule, mais qui faisait partie, donc, qui avait été pensée et organisée par Femen. C'était le 20 décembre 2013 à l'église de la Madeleine à Paris, et c'était une action qui visait à soutenir le droit à l'avortement, puisqu'à l'époque, le gouvernement espagnol de Mariano Rajoy avait comme projet de loi de restreindre les conditions d'accès à l'IVG en Espagne. Et il y avait beaucoup de manifestations de catholiques intégristes en Espagne qui soutenaient ce projet de loi et qui voulaient restreindre les conditions d'accès à l'IVG. Donc nous, on avait organisé une campagne européenne avec une militante dans plusieurs pays qui menait des actions similaires dans des églises avec des slogans peints sur la poitrine, donc torse nu puisque c'est le mode d'action des Femen. Et donc moi, j'ai été choisie pour être celle qui allait faire l'action à Paris. Donc c'était une action très brève qui a duré environ 2 minutes. Le but, c'était pas du tout d'interrompre la messe puisqu'on a fait attention à pas interférer avec le service, on a choisi notre horaire en fonction. L'église était vide à ce moment-là. Il s'agissait de faire quelques photos, ça a duré 2 minutes, donc il n'y avait personne. J'ai fait les photos, je suis rentrée chez moi, sans encombre. Mais environ 2 ou 3 semaines plus tard, j'ai reçu une convocation au commissariat du 8e arrondissement de Paris. Je m'y suis rendue en pensant que c'était une audition libre, et en fait, quand je suis arrivée, j'ai appris que j'étais mise en garde à vue pour exhibition sexuelle. Donc en fait, le curé de la Madeleine, qui pourtant n'était pas présent le jour de l'action, a porté plainte contre moi pour exhibition sexuelle. C'est vrai. Bravo Élie pour cette petite remarque. C'est vrai, c'est moi qui ai lancé voilà. C'est moi qui ai ouvert la vanne. Exactement. Pardon? Elle a dit pour une fois qu'un curé porte plainte. Donc, non seulement il a porté plainte, mais en plus il avait vu des choses que je n'avais pas faites. Par exemple, dans sa plainte, il avait dit que j'avais uriné sur l'autel de l'église ou que je m'étais masturbée, voilà. Et moi, quand j'ai été entendue par les inspecteurs, j'ai dû expliquer que bah non, voilà, je n'étais pas paraphile, comme on dit, parce que c'est ça le terme médical, et que c'était vraiment une action militante.
Suite à ça, il y a eu un procès le 17 décembre 2014 au tribunal de grande instance de Paris où j'ai été condamnée pour exhibition sexuelle à 1 mois de prison avec sursis, 2 000 € de dommages et intérêts et 1 500 € de frais de justice. Donc là, je vous avoue que ça m'a un peu calmée et que voilà, j'aurais jamais pensé que quoi qu'on pense de Femen et du mode d'action, je comprends très bien qu'on soit pas pour que l'Église ça puisse froisser certains et qui ne valident pas ce mode de militantisme. Mais en tout cas, je trouvais que voilà le parallèle entre la pathologie psychiatrique, puisque c'est ça en fait, être exhibitionniste, avoir un problème psychologique et ne pas être capable de contrôler ses pulsions, et comparer ça avec un geste militant, c'était quand même un petit peu fort de café, comme on dit. Et du coup, voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce mode d'action. J'ai cherché un peu s'il y avait une jurisprudence en France, s'il y avait des cas similaires dans le monde, et j'ai découvert que non. J'étais la première femme en France condamnée pour exhibition sexuelle. Voilà, voilà. Merci. Alors, je sais pas s'il faut en être fier ou pas, mais voilà. Je pensais pas qu'un jour on arrivait là. Quand j'ai fait mes études de journalisme et compagnie, je me suis pas dit qu'un jour je serais la première femme condamnée pour exhibition sexuelle. Mais voilà. Et il y a une femme qui a été condamnée avant moi, mais c'était la loi qui précédait la loi sur l'exhibition sexuelle, qui s'appelait loi d'outrage à la pudeur publique, qui a été transformée en la loi sur l'exhibition sexuelle en 1994. Et elle a été condamnée en 1965 parce qu'elle jouait au ping-pong seins nus sur la Croisette à Cannes. Donc déjà, je me suis dit, il y a quand même aucun rapport, puisque elle, il y a clairement pas, je ne connais pas l'intention de cette personne, mais visiblement, je pense que peut-être elle avait un petit peu chaud, ou qu'elle voulait être à l'aise, et en tout cas, il y avait aucune intention politique derrière. Et moi, il y en avait clairement une. Donc déjà, je me suis dit, c'est étonnant qu'il y ait ce rapprochement, alors qu'il y a quand même pas la même volonté derrière ce geste. Et après, je me suis intéressée à la loi en tant que telle, notamment avec mon avocat qui s'appelle Toufik Bouznoun et qui est un spécialiste de ces questions-là. Lui, il a beaucoup défendu des... Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Il a défendu des naturistes ou des artistes qui usent de la nudité, donc il connaît très bien cette loi. Et lui, ce qu'il m'a dit, le problème, c'est qu'elle est floue, en fait. Et ce flou discrimine les femmes. Donc la loi, qu'est-ce qu'elle dit? C'est l'article 222-32 du Code pénal et qui dit en fait que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public est punie de 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Donc on sait ce qu'on risque si on fait une exhibition sexuelle, mais on ne sait pas ce que c'est une exhibition sexuelle. Est-ce que c'est montrer ses organes génitaux? Est-ce que c'est montrer ses seins pour les femmes? Puisque les hommes, eux, aucun homme torse nu dans l'espace public n'a jamais été condamné pour exhibition sexuelle. Par exemple, les Omen, le mouvement issu de la Manif pour tous, qui, à l'instar de Femen, milite torse nu, eux, ils ont été poursuivis et condamnés, mais pour trouble à l'ordre public, jamais pour exhibition sexuelle. Pourtant, ils étaient aussi torse nu dans la rue. Donc voilà, est-ce que les seins des femmes sont un organe sexuel? Pourquoi nos différences biologiques seraient-elles préjudiciables pour les femmes face à la loi? Enfin, ça pose quand même toutes ces questions-là. On ne sait pas du tout ce que ça signifie. Et les hommes qui ont été condamnés pour exhibition sexuelle, il y a toujours une intention de prédation en fait derrière. C'est toujours pour protéger d'éventuelles victimes d'une prédation ou d'une violence. Ce qui n'a quand même aucun rapport, encore une fois, avec moi. Donc tout ça m'a vraiment sonné et en plus m'a un peu fait évoluer sur ma conception aussi de ce mode d'action qui pour moi à la base était plus un moyen comme un autre de véhiculer un message. Voilà, il y en a qui font des manifestations, qui écrivent des tracts ou des tribunes. Moi j'avais choisi de militer seins nus et j'ai fait aussi tout ça avant parce que j'ai été membre d'autres associations comme Oser le féminisme ou La Barbe par exemple. Donc pour moi c'était juste un mode d'action. Mais après ma condamnation, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un combat en soi. D'être vraiment le fait de se dire voilà les hommes aujourd'hui et les femmes ne sont pas égaux dans la rue face à leur corps, c'est vraiment un combat. Et le fait de se dire que dans une démocratie aujourd'hui une femme peut être reconnue coupable d'un acte et qu'un homme ne le sera pas, et ce simplement à cause de son corps, je trouve ça quand même assez hallucinant. Et l'autre point qui m'a aussi énormément interrogée et qui m'a quelque part dévoiler une fois de plus le sexisme systémique de notre société, c'est que
mon action visait à défendre les droits des femmes ou à attirer l'attention sur un problème ou une violence qu'elles subissaient, et la manière dont mon geste a été commenté et analysé est sexiste en fait, puisqu'on a ramené mon acte à une pathologie, on a complètement invalidé mon engagement en le dépolitisant, et en se disant cette personne s'est rendue dans une église torse nu parce que elle voulait séduire, parce qu'elle avait un désir sexuel, ou parce que... Bah non, pas du tout en fait. Moi c'était pour défendre le droit à l'avortement, et voilà, donc voilà, en gros c'était pour vous poser un petit peu le contexte. Très rapidement, je veux pas du tout faire un catalogue. Enfin, je trouvais que c'est plus intéressant d'échanger avec la salle parce que pour moi, c'est un sujet assez contemporain et je suis assez curieuse à chaque fois d'entendre les réactions des gens face à ça. J'avais juste envie un peu de vous, ouais, ça marche. Merci Marie, de vous montrer un peu un peu l'origine très brièvement de ce mode d'action-là, sans non plus faire quelque chose de trop exhaustif. Voilà, souvent c'est un mode d'action qui est considéré comme très eurocentré ou très blanc. Et en fait, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que la première fois que c'est apparu, en tout cas qu'on en a connaissance, c'était au Nigeria en 1929. Ce sont des femmes d'une ethnie qui s'appelle les Igbo et qui manifestaient seins nus dans leur village pour demander plus de représentativité dans les instances de pouvoir. Donc déjà, on se rend compte que c'est exactement les mêmes choses que le mode d'action qui a été repris aujourd'hui. Donc je trouvais ça juste intéressant de le souligner. Après, voilà, il y en a eu d'autres au Nigeria en 2012. C'était parce qu'il y avait des gangs qui sévissaient dans une région et c'était un moyen de protestation également. Je vais passer assez vite. Ça, je ne sais pas si vous connaissez Alia Magda El Mahdi, qui est une Égyptienne qui, en 2011, a posté une photo d'elle, cette photo-là que vous voyez sur son blog, pour lutter contre l'obscurantisme et revendiquer sa liberté à disposer de son corps. Elle a eu des menaces de mort, elle a dû fuir son pays. Maintenant, elle est réfugiée en Europe du Nord. Enfin, ça a été des conséquences très, très violentes. Voilà. Ça, je vais m'arrêter 2 secondes sur Ramona Santorelli parce que c'est la première femme qui a fait évoluer la loi à New York. Donc elle, en gros, c'était l'été. Elle était avec des copines dans un parc de Rochester, dans l'État de New York. Elle était seins nus avec ses copines dans le gazon. Elle s'est fait interpeller pour exhibitionnisme. Et en fait, elle a gagné en appel puisque la ville de New York a reconnu que les différences biologiques ne pouvaient pas justifier les différences de traitement face à la loi. Donc c'est un peu elle qui a fait jurisprudence aux États-Unis, en tout cas à New York, puisque c'est pas le cas dans tous les États. Mais en 2005, une autre femme, donc Jill Kocharo, s'est promenée seins nus sur Delancey Street à New York. Elle, c'était plutôt dans une démarche artistique à la base. Pareil, elle s'est fait arrêter et elle a gagné en appel. Elle a eu, je crois, $30 000 de la ville de New York. Et en plus, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les policiers de New York ont été formés à appréhender les femmes seins nus. Donc on leur a expliqué ce qu'il fallait faire. On leur a dit, voilà, ce ne sont pas des criminels, elles ne menacent pas la sécurité, vous ne devez pas les toucher, et vous devez faire en sorte que les hommes qui pourraient un peu s'agiter autour d'elles se calment et qu'ils s'éloignent d'elles. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait cette notion aussi de formation des policiers. Ça, c'est une autre aussi qui avait participé au même mouvement que Jill Kocharo. Sherry Glazer, c'est pareil, elle faisait partie d'un collectif qui s'appelle Breast No Bombs, donc des seins pas des bombes. Et elle a manifesté devant le Capitole de l'État de Californie en 2005 contre la politique d'Arnold Schwarzenegger. Elle s'est fait arrêter pour exhibition sexuelle et elle, 3 ans plus tard, en 2008, l'État de Californie lui a reversé $150 000 et en plus a formé, pareil, le personnel du Capitole de l'État de Californie à respecter la liberté d'expression des militants. C'est le premier amendement aux États-Unis et pour eux, c'est plus important de respecter cette liberté d'expression que de condamner, en fait. Donc là, c'est pareil, il y a eu une espèce de conséquence pédagogique derrière que je trouve assez intéressante. Ça, c'était les l'activiste, c'est parce que ça fait aussi partie de cette volonté de vulgarisation, d'apparition des tétons dans l'espace public, on va dire. Il faut savoir que c'est un mouvement qui est né aux États-Unis, mais qui maintenant évidemment a fait des émules un peu partout sur la planète. Sachant que, juste au passage, aux États-Unis, il y a quand même 35 États sur 50 qui interdisent l'allaitement en public. Et que, par exemple, en Louisiane, une femme qui allaite en public, elle encourt $2 500 d'amende et de 3 à 12 mois de prison quand même. Donc voilà, ça reste quand même un combat d'actualité. Également. Alors ça, c'est mon Barabros et les suivantes. Les Tumultueuses en France et donc Barabros en Suède. Ce sont 2 collectifs qui œuvraient pour les mêmes causes. Ce sont des femmes qui ont décidé de se rendre dans les piscines publiques torse nu pour revendiquer leur droit à se baigner sans eau de maillot de bain comme les hommes.
Et en Suède, à Malmö, c'est une petite ville au sud du pays, les membres de Barabros ont réussi à faire changer la loi, puisque la municipalité maintenant autorise également les femmes à être torse nu à la piscine. Donc voilà, les tumultueuses par contre n'ont pas réussi à faire changer la loi, elles se sont fait régulièrement interpeller à chaque fois qu'elles faisaient des actions à Paris pour exhibition sexuelle évidemment, placées en garde à vue, etc. Et le mouvement est inactif depuis 2009 à peu près. Topless à Rio, je trouvais ça intéressant parce que souvent on a une image très franco-centrée du Brésil, où tout le monde à poil, hyper libéré, tout ça. En fait, pas du tout, c'est très conservateur, les femmes n'ont pas le droit d'être torse nu sur la plage non plus. Et elles s'exposent également à des peines de prison, à des amendes très importantes. Et donc en janvier 2015, elles ont fait une manifestation sur plusieurs plages de Rio pour demander le droit à être seins nus sur la plage comme les hommes. Et voilà, enfin Free the Nipple, je pense que peut-être vous connaissez. Alors à la base, c'était un documentaire qui a été réalisé par une américaine qui s'appelle Lina Esco et qui c'est un docu-fiction qui retrace le parcours de jeunes femmes qui militent seins nus pour l'égalité entre les femmes et les hommes à New York. Et c'est devenu une campagne virale avec le hashtag Free the Nipple, qui a été repris notamment par Lena Dunham, la créatrice de la série Girls, ou la comédienne Liv Tyler, ou encore la chanteuse Miley Cyrus. Et qui a fait beaucoup d'émules, puisque maintenant c'est devenu plus une campagne qui lutte contre la censure des seins des femmes sur les réseaux sociaux. Donc, parce que ça, c'est encore un autre débat, mais ça pourrait aussi durer 4 heures. J'ai pas voulu trop développer là-dessus. Mais voilà, je trouvais ça intéressant, en tout cas, de montrer que c'était pas un phénomène isolé, que moi, j'étais pas une personne seule dans mon coin, qui, un jour s'est réveillée en disant, tiens, aujourd'hui, je vais aller dans une église et je vais montrer mes seins parce que je ne sais pas, parce que ça m'excite ou parce que X raison. Et que vraiment, voilà, c'est une construction politique, c'est une vraie réflexion. C'est un mode d'action qui ne gagne pas le soutien de tout le monde et l'approbation de tout le monde, ce que je comprends très bien. Mais comme il y a des féminismes, il y a des modes d'action différents et chacune trouve sa voie. Donc voilà, c'était juste une petite présentation brève. Maintenant, j'avais envie de vous faire réagir et de savoir si vous avez des questions ou ce que vous pensiez de tout ça. Et je suis presque à faune. Voilà. Merci. On va faire circuler les micros. Est-ce qu'il y a des questions ? La première est toujours la plus difficile. Frédéric. Oui. Aujourd'hui, vous avez complètement abandonné le mouvement des Femmes. Oui. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Enfin, cela dit, si vous voulez vraiment savoir pourquoi, le livre est en vente à la librairie des femmes. Tu fais ça très bien, Marie. Non, mais brièvement, oui, bien sûr. En gros, j'étais plus du tout en accord avec plein de choses, plein de prises de position. Je trouvais que la communication était très opaque. Et en interne et avec les médias, ça me posait problème. Et puis je pense qu'il y avait aussi une forme de lassitude, parce que j'ai quand même été très active dans le mouvement pendant 2 ans, et avec beaucoup de violences, de menaces. Enfin, moi, j'étais très exposée à tout ça, et ça m'a un peu épuisée. Et aussi, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça m'a un peu suicidée professionnellement. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste freelance, et le temps que j'ai milité, où j'étais identifiée comme membre de Femen, plus personne voulait me faire travailler quand même. Je me suis retrouvée au RSA en 6 mois. C'est un tort, Héloïse travaille très très bien. On travaille régulièrement ensemble, donc Oui, n'hésitez pas à la faire travailler. Elle fait ma pub, elle est très bien, elle est parfaite. Voilà, en gros. Il y a une main là-bas, tout là-bas. Merci. Moi, je travaille dans le milieu du spectacle, alors ça m'interpelle évidemment sur la loi et la jurisprudence. Quid quand un acteur principal est nu à la Comédie Française pour jouer le Roi Lear? Quid sur les scènes diverses et variées? Et puis au cinéma aussi, quand on a des personnages nus, il y en a un certain nombre. Est-ce que vous avez des réponses juridiques? Je me suis jamais moi posé la question parce qu'on n'a jamais eu de souci en scène avec la nudité. Oui, du coup, ça m'interpelle. J'ai une partie de réponse. Pour le cinéma, je pense que c'est des histoires d'interdiction, d'âge, etc. Après, pour les pièces ou le théâtre, ou pour la danse, etc., enfin pour tout ce qui est spectacle, le législateur estime que à partir du moment où on va voir quelque chose, on est consentant, entre guillemets. On sait ce qu'on va voir. Donc c'est pas pareil, on n'impose pas quelque chose à quelqu'un, c'est un lieu où on sait qu'on va voir une fiction, une création, quelque chose d'artistique. Donc quelque part, ouais, c'est une forme de consentement tacite, quoi. Donc ça peut pas être poursuivi. Voilà.
Moi, j'ai une question sur parce qu'il y a eu d'autres actes des Femen seins nus dans la rue. Est-ce qu'elles ont été aussi condamnées comme vous? Alors, j'ai ouvert la vanne, en fait. C'est-à-dire qu'avant moi, personne n'avait... Parce que moi, j'ai mené aussi avant, je pense, une quinzaine ou une vingtaine d'actions avec Femen. Jamais on a été poursuivi ou condamné pour exhibition sexuelle. Jamais. On a été poursuivi pour, dans une autre action, dans une église à Notre-Dame, pour dégradation. On a été relaxé récemment, mais c'est tout. Mais depuis que moi, j'ai été arrêtée, poursuivie et condamnée, maintenant, systématiquement, elles se font au moins ramener au commissariat, elles ont un rappel à la loi pour exhibition sexuelle, si ce n'est poursuivre. Là, récemment, il y a eu un procès aussi de Femen qui avait interpellé Dominique Strauss-Kahn au procès du Carlton à Lille. Et elles ont été poursuivies pour exhibition sexuelle. Enfin, c'est quand même assez intéressant. Alors, parce que elles sont quand même en train de manifester contre l'exploitation sexuelle des femmes. Et on les poursuit en disant qu'elles sont des exhibitionnistes. Donc je trouve que c'est quand même assez... Enfin, la perversion de la loi est quand même assez intéressante. Alors, il y avait une deuxième question derrière cette première, c'était est-ce que le lieu joue, c'est-à-dire le fait d'être dans un tribunal, donc qui correspond à l'État, est-ce que le fait d'être dans une église qui correspond quelque chose à le côté intouchable de la religion, je trouve, voilà, est-ce que ça joue? Parce que je pense que quelque part, ça a rajouté une couche, le fait de faire ça dans une église. Et est-ce que c'était absolument nécessaire de le faire dans une église? Aussi, c'est notre question. Alors, premièrement, en tout cas moi, ce n'est pas une circonstance aggravante, c'est-à-dire que j'ai pas été plus lourdement condamnée ou poursuivie pour exhibition sexuelle dans une église. J'étais poursuivie pour exhibition sexuelle. À savoir que les églises en France, contrairement à moi ce que je pensais, j'ai appris ça, sont considérées comme un lieu public et pas un lieu de culte, parce que c'est un lieu touristique où les gens se rendent et c'est pas comme un cimetière par exemple, où là on parle de profanation. Vraiment, il y a ce rapport-là. Donc là déjà, c'est considéré comme un lieu public. Après, est-ce que c'était nécessaire? Rien n'est jamais nécessaire. Enfin, ça dépend, encore une fois, c'est hyper subjectif. Donc, moi, ça me paraissait important de faire cette action-là. Parce qu'au bout d'un moment, je trouve que on sortait du débat vraiment moribond du mariage pour tous, avec tous ces discours qu'on avait entendus, qui étaient haineux, qui étaient atroces, où il y a je trouve, une couverture médiatique complètement disproportionnée entre la manif pour tous et les soutiens du mariage pour tous. Et on sort de ça quand même, tous les militants LGBT féministes un peu complètement usés, lessivés. Et derrière, il y a ce truc qui sort sur l'IVG en Espagne, aussi en Irlande. Enfin voilà, il y avait quand même plusieurs pays qui se positionnaient là-dessus à l'époque, en Pologne aussi. Et oui, enfin moi, ça m'a semblé, en tant que militante, je le referais, je pense, aujourd'hui, oui. Ça me semble utile et en tout cas nécessaire qu'il y ait des personnes qui se positionnent comme ça, même si je comprends qu'on ne partage pas du tout mon point de vue. On peut quand même le souligner, Héloïse, ça fait partie des positionnements idéologiques de Femen que d'être laïque et même anticlérical. Oui, quelle que soit la religion d'ailleurs. Oui, tout à fait. Femen a 3 cibles, entre guillemets, identifiées. C'est l'exploitation sexuelle des femmes, donc tout ce qui est prostitution, pornographie, etc. Toutes les institutions religieuses, donc comme tu viens de le dire, et toutes les dictatures. C'est un peu les trois cibles principales. Oui, une question. Attendez, je vous passe le micro parce qu'on vous entendra par là-bas. Bon, je suis surprise et curieuse de comprendre ce que vous êtes contre l'exploitation sexuelle des femmes, mais en même temps vous montrez vos seins, et c'est ce qu'on va aussi exploiter chez les femmes. Et c'est ça, je comprends pas chez les Femen, parfois des contradictions, me semble-t-il, par rapport aux femmes. Tout à l'heure, vous disiez, alors je ne vais pas sur le cadre juridique, j'ai bien compris que vous aviez été jugé pour exhibition sexuelle. Tout à l'heure, vous parlez, je trouve que c'est intéressant parce que vous parlez de votre jugement en disant les hommes. Le torse d'un homme, même si sexuellement il peut être très attirant, il n'est pas vu de la même façon qu'une poitrine de femme. Les hommes se baladeraient sans caleçon et sans slip, on verrait leurs attributs, peut-être qu'ils seraient d'ailleurs, il y en a qui sont condamnés pour ça quand ils se baladent le fesses Oui, mais à là, l'air. nous on parle pas justement de notre vagin, on parle de nos seins. Hein. Vous Oui, comparez quand seins, même leur sexe et nos seins, c'est quand même le pas la sein, même chose. Le sein, ça fait aussi partie d'organes sexuels aussi. Je veux dire, ça C'est fait. tout le débat justement. C'est tout le débat. Est-ce que c'est un organe sexuel? Ça n'est pas que ça, mais ça fait aussi partie. Mais et ça pose aussi la question de la pudeur. C'est tout le débat. Tout le débat, et justement ce que vous dites sur la question de la pudeur, c'est que on ne peut pas condamner quelqu'un parce que sa pudeur est affectée. Je veux dire, si vous montrez vos mollets et que moi ça me choque, c'est mon problème en fait. Au bout d'un moment, le but, c'est qu'on peut pas. La pudeur, c'est subjectif, donc on peut pas construire une loi sur la subjectivité des individus. C'est bien pour ça que cette loi est trop floue, parce que sinon, chacun, on a tous un niveau de pudeur différent. Après, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, dans le sens où
en effet, c'est le vrai problème dans la société actuelle, c'est que pourquoi on ne va pas être choqué par, entre guillemets choqué, c'est pas le bon mot, mais on va pas considérer de la même manière un torse nu d'homme et un torse nu de femme. Pourquoi en fait? C'est parce que derrière, il y a toute une construction, tout un formatage, les femmes, les seins, la maternité, ces machins, ces trucs. Ben non, en fait, nos seins, ils servent à ce qu'on veut, éventuellement à allaiter si on a envie, mais pas qu'à ça. Et surtout, ce sont pas des organes génitaux. Moi, c'est ça qui me dérange en fait. C'est qu'un homme va être condamné pour exhibition sexuelle quand il montre ses parties génitales, et qu'une femme qui ne montre pas ses parties génitales, qui montre ses seins, ou à la plage, là, il n'y a pas de problème, tout le monde comprend que c'est pas des organes sexuels sur la plage. Tout d'un coup, dans un autre cadre, ça devient complètement... Donc voilà. Vous nous avez parlé des Américaines là, qui ont Oui. finalement gagné leur procès. Est-ce que vous êtes dans cette démarche aujourd'hui De gagner mon procès, oui, j'espère. De reconnaissance, de militantisme. Est-ce que vous êtes suivi par l'association pour laquelle vous avez manifesté à ce moment-là, donc les Femen, dans cette démarche-là? Alors, pour le premier point, ouais, vraiment, c'est mon combat actuel, c'est de faire changer cette loi. C'est mon travail avec mon avocat, où lui, ce qu'il va faire pendant mon procès en appel, qui aura lieu le 14 décembre 2016, donc à la fin de cette année, c'est de poser ce qu'on appelle une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, qui en fait vise à transmettre une demande au Conseil constitutionnel pour dire cette loi en l'état est trop floue et ne permet pas de juger des individus. Donc il faut la réécrire pour qu'après les gens puissent être jugés. Donc voilà, ça c'est une première étape. Après, moi j'espère vraiment que les choses vont évoluer, mais je me rends compte de plus en plus, je fais une petite digression, mais parce que ce matin j'écoutais le débat sur la féminisation des professions, etc. Ça fait écho aussi à un combat que je mène avec une association qui s'appelle Droits humains pour toutes, où on demande à changer le terme droit de l'homme en droit humain. C'est tout, c'est un tout petit combat en fait. C'est très, très précis. Mais on se heurte à des choses, mais ahurissantes. On nous traite de tous les noms parce qu'on dit juste on veut appeler ça droit humain et pas droit de l'homme. Ouais, vous êtes des réactionnaires, des révisionnistes de l'histoire. On est là, mais attendez, on veut pas changer la déclaration des droits de l'homme. Elle existe en tant que telle, on va pas y toucher. On veut juste qu'aujourd'hui on dise droit humain au lieu de droit de l'homme. Et là, on se rend compte que c'est pas possible. On se heurte à quelque chose de tellement conservateur. Donc c'est pour ça, moi j'aimerais vraiment que cette nouvelle loi voit le jour, mais j'avoue que quand je vois le conservatisme de la France tous les jours dans mon militantisme et dans plein de choses, je suis toujours étonnée, ça continue de me surprendre en fait. Alors justement, Donc, Héloïse, on dit human right en Oui, anglais, dans c'est toutes les langues. un anglais qui va intervenir. In English or no? Non, je voudrais juste réagir par rapport à ce que Madame a dit là-bas, parce que moi, je pense exactement la même chose par rapport aux femmes. C'est-à-dire que je comprenais pas, je trouvais que c'était un peu bizarre qu'on utilisait le fait d'être seins nus alors qu'on combattait le sexisme. Mais il faut lire le bouquin, parce que vous lisez le bouquin, vous comprenez très bien à quel point l'idée, c'est de rendre le corps de la femme comme un objet non sexuel et de pouvoir faire du militantisme exactement pareil que n'importe quelle autre personne, sans que ce soit vu comme un acte sexuel. Mais vous lisez le bouquin, c'est vraiment intéressant, parce que moi j'ai changé d'avis sur le sujet, et je disais à Louise tout à l'heure, je pense qu'on a tendance à regarder des choses sans les analyser dans la profondeur, et quand on analyse dans la profondeur, on comprend. Mais on reste trop sur la surface des choses, on reste sur le superficiel, sur le corps, mais après quand on réalise, en fin de compte, je pense que c'est presque la dernière frontière de combat de féminisme. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que justement dans ce que vous dites, il y a eu plein de campagnes aussi, je pense par exemple à PETA qui déshabille régulièrement ses égéries. Là tout le monde trouve ça génial quoi quand même. Ah mais Pamela Anderson, génial, elle soutient les animaux, elle est contre la fourrure, Zaya c'est trop bien, ok. Enfin, tout le monde trouve ça chouette, mais quand une femme elle-même décide de se dévêtir pour faire passer un message qu'elle a choisi elle, là c'est plus pareil. Je trouve que c'est ça la différence, enfin parce que j'ai pas répondu à votre deuxième partie de question tout à l'heure, mais vous disiez que sur le côté objectivation de la femme, alors qu'on défend justement les droits des femmes. Voilà. Enfin, pour moi, la différence, c'est que on se met nu parce qu'on choisit de se mettre nu et pas pour faire plaisir aux hommes ou pas dans un but de séduction. Parce qu'en général, les femmes qu'on voit nues, c'est ça. C'est les hommes ou le patriarcat entre guillemets qui les a déshabillées à des fins commerciales ou pour se faire plaisir. Qui ont été vos alliés dans votre procès? Est-ce que vous avez eu des bonnes et des mauvaises surprises? J'ai eu beaucoup de soutien. Vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien spontané. J'ai eu énormément d'associations, pas que féministes, même des individus qui se sentaient touchés par rapport à
à la liberté d'expression, à tout ça, qui m'ont apporté spontanément leur soutien. Donc j'avais publié une tribune dans Libération peu de temps après ma condamnation fin 2014 et qui a été signée par par des Virginie Despentes, Eva Darlan, par des gens tout à fait respectables et que je respecte aussi beaucoup et qui m'ont un peu spontanément contacté pour me dire qu'ils étaient touchés par ça. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Après, non, j'ai eu, comme d'habitude, j'ai envie de dire, tous les trolls d'internet, les fachos, les misogynes, parce que c'est ça quand même aujourd'hui, être féministe, être active en ligne, c'est se prendre quand même des injures, des violences, du cybersexisme à l'appel tous les jours. Et vous êtes une des cibles favorites d'Alain Soral, par exemple. Oui, voilà. Alain Soral, donc, a dit que j'étais escort girl, il a posté des photos de moi qui ont fait le tour de la fachosphère. Donc ça, j'ai eu carrément des militants d'extrême droite qui sonnaient chez moi la nuit, à mon interphone, qui me disaient c'est combien la pipe, voilà. Ouh, humour et fun. Voilà, lol. Et donc voilà, ça a été quand même assez compliqué à ce moment-là. Après, le truc pendant les procès, c'est que eux, ils viennent tous. On peut être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un procès féministe, dans l'audience, il va y avoir tous les anti-féministes qui, eux, se mobilisent, alors que les féministes, souvent, elles vont pas se dire on pose un jour de congé ou machin, on vient au procès. Mais j'ai eu un procès comme ça où il y avait tout Civitas, en fait, mouvement catholique intégriste, qui était dans l'audience, et carrément la juge, à un moment, les a presque fait évacuer tellement ils réagissaient à tout ce qu'on disait et tout. Enfin, c'était... Donc ça peut être assez... quand on reste longtemps dans une salle d'audience, à des moments, c'est assez éprouvant. Mais voilà. Il y a une autre question. Oui, alors moi, c'était une réflexion par rapport à tout ce qui a été dit. On parle effectivement du montrer, en fait, ces seins comme acte politique. Mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas une grosse hypocrisie puisqu'on finalement on accepte beaucoup plus de montrer les seins d'une femme à des fins commerciales. Et pour le coup, là, on n'est pas du tout consentant. On se balade avec son petit garçon et on voit des 4x3. Ça lui forge une certaine image de la femme. Et là, par contre, ça choque personne, en fait. Hein. Donc, tout à fait, je suis absolument d'accord. Enfin, ça fait partie du combat de dire... pour moi, c'est bien le symptôme d'une société sexiste. C'est quand une femme est objet, personne ne s'offusque. J'y pensais encore ce matin en prenant mon train à Paris. Vélo, je vais à la gare vélo, je vois un kiosque avec ce que vous dites, des 4x3, 2 magazines porno. Où là, on se dit quand même, oui, moi, en tant qu'individu, ça me choque pas forcément. Je me dis, je m'en fous en fait. Mais forcément, vu ma situation, je me sens concernée par ce genre de choses, donc j'y porte un autre regard. Et je me dis, là, s'il y a des enfants qui voient, on va dire, ah, mais c'est normal, machin. Pardon ? Les marques de luxe. Ah oui, voilà, oui, c'est exactement ça. Donc, et je pense que moi, si j'avais un enfant, je n'ai pas d'enfant, mais si j'en ai un demain, je serais plus choquée qu'il voit ça dans la rue, qu'il voit une femme nue torse nu dans une église. Enfin, faut arrêter quand même. Ou ailleurs d'ailleurs. Alors, on savait que ça réveillerait cet après-midi ce sujet-là. Malheureusement, on va être obligé de bientôt arrêter. Une dernière question. Ah non, je pense que oui. Bonjour, j'enfonce le clou sur ce qui vient d'être dit, effectivement, sur l'hypocrisie, parce qu'on a tous croisé des abribus, malheureusement représentant des femmes, les jambes écartées, le soutien-gorge légèrement dévoilé, etc. Enfin, des choses assez insidieuses auxquelles on s'habitue. Finalement, même d'un point de vue artistique, il y a peu de temps, l'origine du monde de Courbet a été censurée sur Facebook. Alors, si on en arrive même à censurer ces informations-là, ça devient un peu compliqué. Finalement, quelle est la solution ? On peut pas tous devenir féminine parce qu'on n'a pas forcément tout le courage de faire ce que vous faites, etc., de se documenter suffisamment pour comprendre aussi, pour bien envisager les choses dans leur globalité. Qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien ? C'est taguer les abribus, c'est boycotter les marques qui montrent des fesses, des seins, etc. Est-ce que finalement, au-delà d'être militante comme vous l'êtes, je pense qu'on a tous un rôle à jouer à notre petite échelle, en refusant d'acheter certaines marques, en refusant d'aller donner son argent, son temps, etc., à des gens dont on partage pas les procédés. Et finalement, voilà, on a tous une petite chose à faire là-dedans, et on doit pas s'en remettre à des gens comme vous qui ont le courage de faire des choses spectaculaires. Il y a des choses peut-être moins spectaculaires, mais tout aussi efficaces à faire, et qu'il faut prendre conscience chacun à son échelle qu'il faut pas supporter ça. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a des féminismes et des modes de militantisme différents, et que tout le monde n'a pas le même envie ou le même prédisposition à faire des choses, ou le même temps, même la même vie, tout simplement. Donc voilà, après, il y a plein de
choses à faire. Je trouve que déjà le fait d'en avoir conscience, pour moi, c'est déjà un début de quelque chose, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vont même pas déconstruire ça ou pas s'étonner devant ce genre d'image-là, et que pour eux, voilà, c'est normal que aujourd'hui en France, on soit condamné si on est seins nus dans la rue. Voilà, ils vont s'arrêter à ça. Donc, après, moi, j'ai pas de réponse individuelle. Hein. Je pense que chacune peut trouver sa solution, mais je pense que c'est bien aussi juste d'en parler, ouais, chacune et chacun en effet. Mais d'en parler, juste le fait d'ouvrir le débat et de dire, parce que moi souvent j'en ai parlé à des gens qui ont dit ah bon mais je savais pas quand même, c'est abusé, voilà, enfin juste le fait de le dire, voilà, les gens cogitent, ils en parlent à d'autres personnes et puis c'est comme ça aussi que les choses changent. On va prendre une dernière question. Alors, si vous voulez ensuite continuer à échanger avec Héloïse, sachez qu'elle est présente sur les réseaux sociaux juste après la dernière question. Vous me dites des trucs gentils. Et voilà, et c'est ce que j'allais dire. C'est que sinon je porte plainte régulièrement maintenant, sachez-le. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si vous avez des questions constructives à lui poser, n'hésitez pas, ça changera des tas de mots qui font faire bip 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 qu'on voit malheureusement circuler sur son fil Twitter ou sa page Facebook. Une dernière question. Alors, je voulais simplement vous partager une expérience. C'est une amie qui m'a dit que sa fille, en rentrant en CP, en fait, elle avait un mot sur son carnet, comme quoi il fallait un maillot de bain de 2 pièces pour aller à la piscine, parce qu'elle était une petite fille et qu'un maillot de bain une pièce, le slip simplement, c'était pas toléré à l'école. Ah mais c'est, voilà, je trouve que c'est hallucinant quoi. Il y a encore du boulot. Non mais oui, voilà. Ouais, pardon, je suis vraiment obligé d'interrompre, c'est passionnant, on le savait, merci beaucoup Héloïse, merci, Héloïse. Bravo. Alors peut-être malgré tout encore une petite réflexion, puisque le thème de cette intervention c'était la provocation, à quoi ça sert ou cela sert-il à quelque chose. Et finalement, c'est vrai que je n'ai pas du tout répondu à la question. Mais si, bien sûr que si, on a répondu à la question. Mais il y a un argument que j'ai trouvé dans votre bouquin, moi, c'est que, en tout cas, c'est une de tes thèses, parce qu'on se tutoie, c'est que l'arrivée de Femen en 2012 en France a initié un foisonnement de mouvements féministes. Alors, est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une thèse? Ne serait-ce que par opposition à ce mouvement-là, des mouvements féministes se sont multipliés. Alors, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense qu'elles ont ce qu'il faut leur reconnaître, je trouve, même si on partage pas leur avis, si on n'est pas d'accord avec elles, et que si moi aujourd'hui je suis en désaccord avec plein de choses qu'elles font, je trouve qu'elles ont ouvert quand même la voie au féminisme, on va dire mainstream, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de féminisme depuis que Femen est arrivé en France, parce qu'il y a une couverture médiatique très importante et parce que ça a un peu démocratisé le féminisme. Et il y a eu beaucoup plus de... Aujourd'hui, la simple petite initiative féministe est quand même relayée par beaucoup de médias. J'ai l'impression que ça a participé à l'évolution des mentalités, notamment des médias quand même. Alors c'est une thèse, on va en débattre, mais en tout cas c'est un argument. Merci beaucoup Merci Héloïse. Héloïse.